Patrimoine des époux et paiement des dettes du ménage, comme je le dis depuis le début de cette émission, qui fait quoi, qui paye quoi, qui rembourse quoi et comment. On va donc commencer par le patrimoine des époux. Qu'est-ce qu'on pourrait appeler patrimoine des époux? Alors, le patrimoine des époux, d'abord, ça va concerner les personnes qui sont légalement mariées. Oui. Et ensuite, le patrimoine, c'est l'ensemble des biens des époux, que ce soit des biens, comme on dit, en droit à meubles, c'est-à-dire qu'on peut bouger, Oui. voitures, des meubles, des vêtements, OK. etc., de l'argent, ou alors des biens immeubles, terrains, maisons, immeubles. Voilà. Bien sûr, des choses qu'on Habitation. pourrait avoir ensemble et aussi Ensemble séparément. et séparément. Donc, le patrimoine des époux, c'est le patrimoine des personnes qui sont mariées. Maintenant, on va distinguer selon les régimes matrimoniaux. Bien sûr. Alors, on en vient maintenant aux dettes. Hein? On n'aime pas trop ce genre de sujet. Qu'est-ce que les dettes du ménage? Alors, les dettes du ménage, ça va concerner tout ce qui concourt à l'entretien de la famille. Donc, les dettes, par exemple, le loyer, c'est une dette du ménage. OK. Les achats qu'on fait pour meubler la maison, ça peut constituer une dette aussi pour le ménage. En fait, c'est tout ce qu'on va contracter comme prêt ou comme achat qui va concourir au bien-être de la famille qui est formée par les conjoints. À quel moment ça devient un problème? Alors, ça devient un problème au moment où il y a quelqu'un qui ne veut pas payer. OK. Ou alors qu'il y a quelqu'un qui a engagé le couple, on va dire ça comme ça, et l'autre ne savait pas ou ne souhaite pas finalement devoir couvrir cette dette-là. Donc typiquement, vous avez une dette de loyer ou alors l'école des enfants, s'ils sont dans une école privée. Oui. Le moment de payer les traites de l'école arrive et puis il y a un des parents qui dit bah non, finalement c'est trop cher, tu n'aurais pas dû inscrire l'enfant là-bas. OK. Moi j'estime que je ne dois pas payer. Eh bien la loi dit tout simplement qu'il y a une solidarité entre les conjoints pour tout ce qui concerne les dettes de ménage. C'est-à-dire dès lors que ça rentre dans le cadre de l'entretien de la famille, éducation des enfants ou entretien du ménage, vous êtes tenus tous les deux solidairement, c'est-à-dire que votre créancier peut venir demander à l'un ou à l'autre des conjoints de payer l'intégralité de la dette. On nous amène tout simplement à respecter nos engagements. Tout à fait. Et la situation matrimoniale, c'est-à-dire le fait d'être dans un mariage, quel que soit le régime matrimonial d'ailleurs, n'empêche pas cette solidarité-là. Seulement, ce que la loi prévoit, c'est que si vous êtes certes solidaire des dettes du ménage, mais si la dépense est excessive, à ce moment-là, vous n'êtes pas tenu, vous ne serez pas tenu de rembourser. C'est la personne qui aura contracté, donc votre conjoint, qui sera tenu de rembourser. Alors, vous avez évoqué le régime matrimonial, pardon. Moi, vous m'emmenez à vous poser cette question. Est-ce qu'il existe une différence concernant les dettes de ménage selon qu'on soit marié sous le régime de communauté de biens ou de séparation de biens? Alors, concernant les dettes, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une solidarité qui existe, quel que soit le régime matrimonial. Oui. C'est-à-dire que Qui dès lors doit que, exister même. oui, cette solidarité existe, que vous soyez marié sous le régime de la communauté ou de la séparation de biens. Oui. Simplement, la seule différence en fonction du régime matrimonial, ça sera au niveau de l'administration. C'est comment vous gérez les biens. Si vous êtes sous le régime de la communauté, vous gérez les biens ensemble. Donc, si vous avez des biens, par exemple, un bien en location qui génère des revenus, Oui. ça peut participer aux charges du ménage et ça peut couvrir donc les dettes du ménage. En revanche, si vous êtes sous le régime de la séparation de biens, chaque époux est réputé avoir son patrimoine propre, mais vous concourez tous les deux. La loi dit que chacun participe aux charges du ménage. Ce sont les termes que l'officier d'état civil dit lors de la cérémonie. Okay. Chaque époux concourt aux frais du ménage à concurrence de ses capacités, c'est-à-dire que chacun participe dans le foyer en fonction de ses revenus et de ses salaires. Tout simplement. Alors, dans cette émission, dans ces échanges, on aura deux cas pratiques. Pour mieux faire comprendre le sujet à nos téléspectateurs. Une autre question, est-ce qu'un époux peut ouvrir un compte bancaire, par exemple, sans informer son conjoint? Oui, tout à fait. Vous avez la possibilité d'ouvrir un compte bancaire ou un compte de dépôt ou un compte de titre. Vous pouvez avoir des actions sans forcément informer votre conjoint. Là, c'est un petit clin d'œil que je fais plutôt aux femmes, puisque précédemment, dans les anciennes lois régissant le mariage, dans l'ancienne loi de 64 régissant le mariage, bon, il y avait un petit peu de restrictions. Donc ça a eu tendance à évoluer jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tous les époux soient totalement libres d'administrer ou d'ouvrir un compte bancaire sans forcément recueillir l'aval ou l'autorisation de l'autre ou sans même l'informer. Bien sûr.
Alors, on est en classe, donc cas pratique maintenant. D'accord. Cette émission nous fait étudier, mais c'est bien. Alors, premier cas pratique, marié sous le régime de la séparation de biens, la situation de Pierre, qui est commerçant. Voilà, cette situation inquiète Monique, sa conjointe. Elle craint qu'en cas de souci dans son activité professionnelle, les créanciers ne fassent pas la différence entre le patrimoine professionnel et le personnel du couple, voire même le sien. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, ils sont sous le régime de la séparation de biens. Oui. Dans ces conditions-là, si le conjoint qui est commerçant, ça dépend. S'il exerce sous forme de société, c'est sa société qui sera tenue sur son patrimoine. Vous savez que quand vous créez une société, vous créez un patrimoine séparé du vôtre. Si en revanche il est commerçant et qu'il exerce en entreprise individuelle, à ce moment-là, il sera tenu sur son propre patrimoine. Mais comme ils sont séparés en biens, Oui. eh bien, son patrimoine ne sera pas impacté par l'activité commerciale de son mari. Donc, il n'y a pas tellement de risques, contrairement à la situation où il serait commun en biens et où l'activité commerciale du mari pourrait déborder et que les créanciers pourraient venir chercher sur son patrimoine personnel. Mais comme son patrimoine personnel est confondu au patrimoine du couple, Oui. ça pourrait poser problème. Ça pourrait poser problème. Deuxième cas pratique, donc, dans ces échanges. Mon mari a acheté une voiture sans m'en parler. Il me dit que cet achat fait partie des dettes ménagères et que nous devons la payer sur les deniers communs. Est-ce vrai? Alors, c'est vrai, comme je vous ai dit, dans la mesure où cette dépense-là n'est pas excessive par rapport aux ressources de la famille. OK. Si il achète cette voiture-là, qu'il a un salaire, par exemple, je vous donne un exemple de 500 000 francs et qu'il achète ce véhicule et qu'on lui prélève 100 000 francs par mois sur ce véhicule-là, si madame a une activité à côté qui lui permet de couvrir les charges sans que ça n'impacte trop la famille, ça peut être acceptable. C'est vrai qu'il ne lui a pas demandé l'autorisation, c'est problématique. Oui. Il faudrait peut-être améliorer la communication. Mais si en revanche, par exemple, il prend une voiture qui fait qu'on lui prélève 400 000 francs sur un salaire de 500 000, Oui. cette dette-là est excessive et l'époux serait fondé à refuser de payer cette dette-là en la considérant comme excessive. Donc on peut imaginer qu'en cas de recouvrement, en cas de procédure judiciaire par exemple, le créancier qui viendrait et qui dirait bon, ils sont mariés, ils sont communs en biens, mais le juge va se prononcer en disant attention, la loi dit que quand les dépenses sont excessives, Oui. l'autre conjoint n'est pas tenu de rembourser. À ce moment-là, la solidarité ne joue pas. Bien sûr. Comme dirait quelqu'un, est-ce que l'amour et l'argent font bon ménage? Oh, ça peut arriver, ça dépend comment on s'organise. Ça dépend de comment on s'organise. On reste toujours dans nos exemples, voilà, pour mieux comprendre le sujet. Est-ce que l'un des époux, par exemple, peut vendre un bien? Un bien, peut-être que c'est lui qui a acheté ce bien. Est-ce qu'il peut vendre le bien sans l'autorisation de la personne en face? Alors, il pourrait, c'est possible de vendre ce bien-là. Seulement, mais alors ça pose problème dans la mesure où, alors on va faire une distinction. Si c'est un bien propre de la personne, c'est-à-dire que son conjoint détenait ce bien-là, possédait ce bien-là avant le mariage, c'est problématique parce que c'est considéré comme un bien propre. Il ne peut pas le faire. Mais ça va s'arrêter tout de suite quand le notaire va se rendre compte que ça ne lui appartient pas, ça appartient plutôt à l'épouse ou à l'époux, à l'autre conjoint. Donc, si en revanche c'est un bien qui a été acquis dans le mariage, on va regarder est-ce que ça a été acquis avec des biens communs, des fonds communs, ou est-ce que ça a été acquis avec des fonds qui sont propres au conjoint. Si c'est des fonds qui sont propres au conjoint, ça ne sera pas possible. Mais en revanche, si ce sont des fonds qui ont été acquis dans le mariage, eh bien, on peut supposer que la personne puisse vendre ce bien-là, du moment que ça ne cause pas un préjudice à la famille. Imaginons par exemple un mari qui irait vendre le domicile conjugal sans avertir sa conjointe. On pourrait imaginer qu'elle fasse une procédure pour s'opposer à cette vente-là, parce que ça lui cause un préjudice direct à elle et à ses enfants. Il vend la maison. Où est-ce qu'on va se retrouver? On a une maison propre et puis on va se retrouver en location. Donc ça ne sera pas possible. Donc on fait toujours, si vous voulez, on essaie de trouver un équilibre entre les besoins du ménage, la raison pour laquelle le conjoint fait cette dépense-là, qu'est-ce que la loi prévoit, et puis quel est l'intérêt ou le bénéfice qui pourrait être tiré par la famille dans cette transaction. Donc il y a problème quand ce bien-là nous sert à nous deux. Nous sert à nous deux, absolument, qu'il a été acquis avec les fonds nous appartenant à tous les deux. Vous avez évoqué tout à l'heure un aspect, vous avez parlé de, par exemple, l'un des parents qui part inscrire l'enfant dans une école privée, chère et tout. Et si celui qui le fait peut-être vous dit que c'est pour une meilleure éducation pour l'enfant,
et qu'on est obligé de se glisser sur ce terrain-là? Alors, en principe, il y a une solidarité entre les parents pour tout ce qui concerne l'éducation des enfants. En principe. Les dettes, ça entre dans le cadre des dettes du ménage, tout ce qui concerne l'éducation, le bien-être des enfants. Mais quand la dépense est manifestement excessive, vous gagnez tous les deux, à deux, vous gagnez 300 000 francs, vous allez inscrire l'enfant dans une école qui facture 3 millions à l'année, c'est une dépense qui est manifestement excessive, même si c'est pour le bien-être ou parce qu'on a des ambitions pour son enfant concernant la qualité de son éducation. Manifestement, cette dépense-là est excessive et le conjoint qui ne serait pas informé aurait le droit de s'y opposer dès lors qu'il apprendrait que cette initiative a été prise. Bien sûr. Alors, un autre aspect, bon, c'est vrai que depuis on parle, les deux conjoints sont là, ils sont vivants. Est-ce que, qui est responsable, je le dis, même des dettes, par exemple, d'une personne décédée? Alors, ce sont ses ayants droit, des personnes qui viennent à sa succession. OK. Dans le cadre de la nouvelle loi sur les successions, ce sont le conjoint et les enfants donc, du défunt, dès lors qu'ils ont été identifiés comme étant ses héritiers. Donc, il y a une procédure qui est simple. On va vous demander est-ce que vous acceptez cette succession ou pas. Si vous constatez que les dettes sont trop élevées par rapport à l'actif, c'est-à-dire vous avez les dettes c'est du moins et les biens c'est du plus. Oui. Si vous constatez qu'il y a plus de dettes, donc il y a plus de moins que de plus, bon, vous faites la balance et puis vous pouvez renoncer à la succession. Parce qu'il y a des droits à payer sur cette succession-là, donc vous n'allez pas prendre des dettes et en plus payer des droits sur ces dettes que vous recueillez par rapport aux biens qui ne sont pas assez nombreux. Vous pouvez renoncer à la succession. Donc ce sont les ayants droit qui sont responsables des dettes du ménage. Même si la personne décède, la dette lui survit et ce sont les ayants droit qui sont tenus de rembourser cette dette-là dès lors qu'ils acceptent la succession. Alors, monsieur décède. Madame est là, ils sont mariés légalement et tout. Elle fait partie des ayants droit. Donc, c'est à elle la responsabilité, la grande responsabilité de rembourser ces dettes-là. Et si elle n'a pas la possibilité de faire, il y a toujours un consensus. On peut trouver un consensus, mais dès lors qu'elle accepte la succession de son défunt époux, avec ses enfants, ils seront tenus de payer ces dettes-là. Okay. Donc, malheureusement... Il faut avoir ça à l'idée que dans une succession, c'est vrai que potentiellement on peut recueillir des biens immobiliers, des meubles, etc., véhicules, de l'argent, mais il faut faire attention aussi aux dettes qui ont été contractées par le défunt, parce que malheureusement, elles peuvent être supérieures à ce qu'on recueille comme bien dans le cadre de la succession. Bien sûr, c'est bien beau de prendre, mais il faut savoir quoi prendre. Exactement. Il nous reste juste 3 petites minutes pour terminer, bien sûr, nos échanges avec Maître Vanessa Valeroux. C'est tellement intéressant ce que vous dites. On a envie de vous garder jusqu'à au-delà de 8 heures, mais on aura des problèmes. Alors, on poursuit. Solidarité entre époux. On revient un peu sur les principes et les limites. Alors, solidarité entre époux pour tout ce qui concerne les dettes du ménage. Solidarité concernant les dettes parce que chacun participe au foyer en fonction de ses revenus ou de ses salaires, mais aussi en fonction de son activité. On peut imaginer qu'un des époux soit parent au foyer, père ou mère au foyer, et que ce soit l'autre qui travaille. Mais solidarité dans la limite des dettes raisonnables. On va dire ça comme ça. Si vraiment c'est excessif, si vraiment c'est trop par rapport au train de vie de la famille, bien entendu, la solidarité ne jouera pas. Est-ce qu'il faut forcément avoir un regard, je dirais un regard très important et précieux sur cet état de fait dans le couple? Oui, dans la mesure où ça peut aller très vite. Oui. Vous allez contracter un prêt, vous prenez des garanties sur des biens qui sont des biens communs, et puis vous avez, je ne sais pas moi, une maladie qui vous empêche de travailler, donc qui vous empêche d'avoir des revenus, donc qui vous empêche de rembourser le prêt, et l'établissement qui vous a prêté l'argent va réaliser, c'est-à-dire va chercher à vendre le bien que vous avez donné en garantie pour pouvoir se payer. Si ce bien-là, c'est votre maison, si ce bien-là, c'est votre voiture, ça peut causer un préjudice à la famille qui va se retrouver sans véhicule, ou bien qui va se retrouver sans maison, ou bien qui va se retrouver privé d'une partie de vos revenus. Donc, il faut bien peser le pour et le contre quand on s'engage, informer son conjoint, recueillir son avis, et son avis favorable, idéalement, et puis faire les choses conjointement dans le cadre du mariage. Ça évite un certain nombre de déconvenues.
Mais toujours est-il que quand il y a des dettes comme ça, Oui. il ne faut pas rester non plus inactif en disant « bon, c'est mon conjoint, il a vendu, je n'ai aucun recours ». Non, attention, ça peut vous retomber dessus dans le cadre de la solidarité. Ou si vraiment ça vous cause un préjudice, vous avez la possibilité de saisir le tribunal pour vous opposer à cette transaction. Bien sûr. Avant qu'on ne dise ce qu'on retienne pour, bien sûr, nos échanges d'aujourd'hui, rapidement, qu'est-ce qui serait intéressant? Communauté de biens, séparation de biens? Je sors un peu de mon questionnaire. Non, non, je vous en prie, mais tout dépend de l'intérêt des époux. Il n'y a pas un régime qui est meilleur que l'autre. Oui. Non, il n'y a rien d'infamant à être en séparation de biens, il n'y a rien de super bénéfique aussi à être en communauté de biens. Simplement, il faut regarder en fonction de l'activité. Oui. Ça peut être plus intéressant si on a une activité commerciale sans société, où on est tenu sur ses propres biens, de faire attention à ce que ça ne pose pas de préjudice à la famille si on est en communauté de biens. Oui. Ou inversement, si on estime qu'on est jeune, on a envie de se mettre en communauté de biens, on a envie de partager. Il y a des limites cependant, même quand on est en communauté de biens, les biens qu'on avait avant, ça reste des biens propres. Okay. Donc, il y a des limites, ou alors on peut avoir un héritage pendant qu'on est marié sous le régime de la communauté, oui. Ça reste un bien propre. Ça ne deviendra pas automatiquement un bien commun. Donc il y a des limites en tout. Tout dépend de l'intérêt que les conjoints auront dans le choix du régime matrimonial. Pardon. Merci.